Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. La lutte contre Boko Haram au cœur de la visite du président camerounais au Nigeria. Paul Biya et Mouhamadou Bouhari évoqueront notamment la question délicate du droit de poursuite. La lutte contre le groupe islamiste qui passe aussi par un programme de déradicalisation. Vous verrez le reportage exclusif dans un centre de déradicalisation du nord du pays. Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce mardi, la situation est toujours très périlleuse dans de nombreux pays africains, selon le rapport de Human Rights Watch, en Érythrée ou en Somalie. Vous verrez le portrait d'un journaliste somalien pris en tenaille entre les menaces djihadistes et le harcèlement des autorités. Et puis l'hommage national à la légende de la chanson congolaise au pape de la SAP, Papa Wemba, se poursuit à Kinshasa, mais aussi à Paris. Une soirée exceptionnelle lui est dédiée au New Morning en présence de nombreux musiciens. Nous serons en direct avec Amobé Mévégué du service culture de France 24, qui est l'un des organisateurs de cette soirée. Il a très bien connu l'artiste décédé il y a une dizaine de jours. À l'approche du grand sommet régional à Abuja qui réunira le 14 mai prochain les chefs d'État de la coalition anti-Boko Haram ainsi que le président français François Hollande, le chef de l'État camerounais Paul Biya est donc en visite chez son homologue du Nigeria où l'on retrouve Moïse Gomis en ligne avec nous de Lagos. Moïse, on sait que les relations sont souvent houleuses entre les deux pays. Quelles sont les questions les plus délicates à régler concernant cette lutte contre Boko Haram ? Alors les questions délicates, c'est vraiment le partage de renseignements entre les armées nigérianes et camerounaises et c'est surtout le droit de poursuite. Alors le droit de poursuite, c'est quand des militaires sont en train de suivre des cellules de Boko Haram, de pouvoir traverser la frontière et jusque-là, le Nigeria était plutôt réfractaire à ce que des soldats étrangers posent le pied sur leur sol. Donc les chefs d'État, en se rencontrant, pousse plus loin le curseur pour permettre une meilleure collaboration entre les deux armées. Et en l'espace de moins d'un an, ça fait la deuxième rencontre entre les deux chefs d'État. Donc les progrès sont sur le terrain et ça devrait aller encore mieux avec cette nouvelle rencontre. Merci beaucoup pour ces précisions, Moïse Gomis, en ligne de Lagos. On va continuer à parler de Boko Haram en regardant l'un de vos reportages, Moïse, consacré à cette lutte contre Boko Haram et à la déradicalisation au Nigeria. Notre correspondant Moïse, avec Rosie Collier, a pu avoir accès à un centre où des détenus présumés membres de Boko Haram sont rassemblés pour être déradicalisés et surtout rencontrer les personnes qui encadrent ces prisonniers. Regardez ce reportage exclusif. Incarcéré dans cette prison haute sécurité, ce membre présumé de Boko Haram suit un programme de déradicalisation. Une fois par semaine, il échange avec 2 psychologues. Notre dernière rencontre remonte à une semaine. Je voudrais savoir comment vous vous sentez depuis la dernière fois. Est-ce que vous dormez bien ? La date de son jugement est encore inconnue. Ce détenu essaie de changer. Depuis que je suis ici, ce programme m'a apporté beaucoup de choses. En arrivant, je ne voulais pas avoir de contact avec les femmes, ni avec l'équipe et les gens en général. J'étais en retrait. Ici, j'ai pu réaliser que parler avec les gens était la meilleure façon de vivre. Dans une autre salle, ce prisonnier a rendez-vous avec 2 accompagnatrices sociales. Le principe du programme est de libérer la parole. J'ai commencé à fumer de la drogue au lycée. C'était en 2009. En tout, 35 détenus participent de leur plein gré aux différents ateliers proposés. Ces membres présumés de Boko Haram sont encadrés en majorité par des formatrices. Une démarche volontariste du programme pour changer leur regard sur les femmes. La session de culture islamique est l'une des actions phares. 2 imams déconstruisent à partir du Coran le fondamentalisme que ces détenus défendaient et défendent encore pour certains. Vous devez leur donner de l'espoir. Mais tout de suite après, il faut contrebalancer en leur donnant des preuves concrètes pour repousser leur idéologie radicale. Les autorités nigérianes misent sur ce projet pilote et comptent toucher à terme plusieurs milliers d'anciens combattants présumés de Boko Haram, éparpillés dans plusieurs prisons du pays. Et puis toujours sur ce dossier de la menace terroriste dans cette région, les ministres français et allemands des Affaires étrangères, après leur visite au Mali hier, se sont rendus au Niger. Ce mardi, ils ont réaffirmé le soutien européen aux armées de la région.
C'est la journée mondiale de la liberté de la presse et comme chaque année, Reporters sans frontières publie son rapport. La situation en Afrique est contrastée. S'il y a de bons élèves comme la Namibie, l'Érythrée en revanche est tout en bas du classement. Le Burundi s'enfonce et perd 11 places. Quant à la Somalie, cela reste l'un des pays qui déplore le plus grand nombre de journalistes tués dans l'exercice de ses fonctions. Regardez le portrait de ce journaliste somalien signé Mary Colombel. Pour Mounassar Mohamed Abdi, sortir de chez lui est un défi quotidien. Journaliste pour la radio Good Jug, basée dans la capitale somalienne, il craint pour sa vie dès qu'il met un pied dehors. Mounassar ne fait confiance à personne. L'insécurité l'oblige à prendre de nombreuses précautions. Avant de monter dans sa voiture, il vérifie qu'elle n'a pas été piégée. Au travail, des menaces fréquentes le poussent à l'autocensure. J'ai souvent des problèmes quand je suis en train de faire un reportage. Et même quand j'essaie de changer mon papier, éviter les conflits, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content parce que mon impartialité ne sert pas ses intérêts. Donc je dois faire face à leur colère et parfois on nous appelle pour nous menacer. Et c'est très perturbant. Les journalistes somaliens sont régulièrement menacés. Depuis 2014, 10 d'entre eux ont été tués dans l'exercice de leur métier. Une profession encore plus périlleuse en raison des attaques continues des Chebabs. Mounassar en a été victime au début de l'année. Je me souviens une fois avoir eu très peur pour ma vie. Un kamikaze a fait irruption dans un rassemblement de journalistes. Il y a eu un vent de panique dans la foule. Et nous sommes nombreux à nous être échappés en sautant par-dessus une barrière. Les journalistes ont tous survécu, mais un serveur et l'assaillant ont été tués instantanément. Le gouvernement est lui aussi critiqué pour la façon dont il traite les journalistes. Human Rights Watch a accusé les forces de l'ordre de menaces et de harcèlement à l'encontre de nombreux reporters. Un nouvel enlèvement d'humanitaires dans l'est de la RDC. 3 employés congolais de la Croix-Rouge internationale ont été enlevés ce mardi par des hommes armés non identifiés dans l'est du pays, dans le territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Un autre rapt d'humanitaires a eu lieu en mars dernier, toujours dans l'est du pays. À la veille des obsèques de Papa Wemba, décédé en plein concert il y a 10 jours, l'hommage national se poursuit à Kinshasa. Hommage également à Paris, une soirée musicale est dédiée au roi de la rumba congolaise, au New Morning. On va en parler tout de suite avec l'un des chefs d'orchestre de cette soirée, Amobé Mévégué, spécialiste musique à France 24. Amobé, dites-nous qui est présent ce soir pour rendre hommage à cette immense figure de la musique congolaise. Eh bien, Pauline, beaucoup de monde, comme on pouvait s'y attendre, des artistes, bien sûr, la grande famille de Papa Wemba. Ces 2 orchestres mythiques sur scène, ceux qui n'ont pas fait le déplacement à Kinshasa, ils sont là, Viva la Musica, créé en 77, le Molokai, qui est la nouvelle écriture de la rumba, et bien sûr, des passionnés, des gens du métier aussi, des gens qui pendant 30 ans ont accompagné l'idole de toute une génération. Ils sont tous là, ici au New Morning. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'émotions aussi. Il y a des sapeurs, il y a des tenues extravagantes. C'est un bel hommage que des amis spontanément comme ça, on souhaitait rendre à Papa Wemba. Amobé Mévégué, vous avez vous-même très bien connu cet artiste. Il y a du beau monde autour de vous, vous l'avez dit. Comment expliquer que Papa Wemba ait marqué à ce point tous ces artistes et puis aussi des fans qui sont venus tout simplement lui rendre hommage ? Je pense qu'il y a plusieurs Papa Wemba. Il y a une écriture musicale qui touche des gens qui ont des origines totalement composites. Il y a la période de la rumba, il y a la période de l'écriture avec Peter Gabriel. Cette écriture qui lui a permis de faire le tour du monde. On l'a retrouvée au Japon. C'est pour vous dire que l'hommage est planétaire. On a vu des tweets de Wyclef Jean aux États-Unis. Je viens d'avoir un appel des États-Unis où des gens qui font des matchs de football rendent hommage à Papa Wemba. Il y a des bus dans plusieurs capitales africaines qui sont flagué à l'effigie de Papa Wemba. Donc c'est un artiste vraiment qui a touché plusieurs générations et c'était un phare, un passeur et quelqu'un qui avait vraiment une vision pour une nouvelle écriture de la musique africaine. Donc aujourd'hui c'est un peuple de fans et de fanatiques orphelins d'un grand monsieur de la musique, le roi de la sape. Aussi, il y a des sapeurs incroyables ici qui se sont présentés. Donc c'est une célébration. Mais en fait la grande légende de Papa Wemba ne fait véritablement que commencer. Merci beaucoup Amobé Mévégué, très belle soirée, donc très bel hommage rendu ce soir à Papa Wemba au New Morning à Paris. Merci d'avoir été avec nous dans le Journal de l'Afrique et merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24.